Ravi de vous retrouver sur les chaînes parlementaires pour ce nouveau numéro d'Europe Hebdo. Nous sommes cette fois-ci à Strasbourg. Et on va s'intéresser aujourd'hui à l'affaire Ryanair, cette compagnie aérienne qui fait du chantage à l'emploi en voulant faire travailler ses salariés français sous un régime irlandais beaucoup moins protecteur. Mais d'abord, retour sur l'actualité et sur la crise irlandaise qui menace la zone euro avec Nora Hamadi. Ça y est, le tigre celtique en a fini de rugir. Il a demandé l'aide de l'Union pour financer sa crise bancaire. Un déficit estimé à 32% de son PIB, 14% de chômage, soit un actif sur 7. Conséquence, les Irlandais recommencent à émigrer vers d'autres Eldorado, direction l'Australie, le Canada ou encore l'Afrique du Sud. Mais la zone euro aujourd'hui, c'est un peu le remake de la théorie des dominos, non ? Même le très flegmatique Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, s'est montré alarmiste. Selon lui, l'Europe joue sa survie. 6 mois à peine après avoir secouru la Grèce, c'est donc l'Irlande qu'on sauve de la faillite. Et maintenant, à qui le tour ? Le Portugal ? Le P de Pigs, ces cochons de l'économie européenne. Son ministre des Finances a déjà évoqué la possibilité d'une aide internationale pour renflouer les caisses. Ou encore l'Espagne et la France. Si Paris rassure, les chiffres, eux, ne sont pas si rassurants. Une dette de 1591 milliards d'euros, 86% de son PIB, 7,7% de déficit et 10% de chômage. De quoi affoler les agences de notation. Alors, l'Europe et l'euro peuvent-ils survivre à cette crise ? Voilà la crise irlandaise qui menace l'Europe. On en parle avec Joe Leinen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen allemand, président de la Commission de l'environnement ici au Parlement européen. Alors je vous pose la question de cette émission. L'Europe peut-elle survivre à la crise ? La situation est très grave et c'est un test pour la solidarité de la zone euro et même de l'Union européenne, les uns contre les autres et les uns avec les autres. Alors c'est une crise majeure et l'Europe doit trouver des solutions parce qu'autrement tout le projet est en danger. Alors, vous dites des solutions, mais jusqu'à présent, on a mis beaucoup d'argent sur la table. Il y a 6 mois pour sauver la Grèce, aujourd'hui pour sauver l'Irlande. On a l'impression que ça ne suffit pas à rassurer les marchés, puisque chaque jour, la monnaie unique est attaquée. Est-ce que vous pensez qu'elle est en danger ? Bon, quand même, le système de réaction, le crisis management à 750 billions d'euros sur la table, c'est quand même une somme importante. Milliards, c'est-à-dire des milliards. On va donner de l'argent maintenant à l'Irlande, mais d'autre côté, c'est aussi l'Irlande qui doit faire des réformes. Alors la solidarité a les deux directions. De donner, mais aussi de réagir avec des réformes. Mais pour revenir sur la situation très critique de l'euro, Monsieur Schäuble l'a dit lui-même, il a dit que la monnaie unique avec cette crise irlandaise était en jeu. Est-ce que vous trouvez que c'est la réalité ? Bon, à la fin, je ne crois pas que... C'est quand même le ministre des Finances allemand qui dit ça. En Europe, je crois, on a un grand intérêt que l'euro va survivre. Autrement, ce serait chaotique et le prix à payer est très grand pour tout le monde. Et ça, c'est connu. Et je crois que le mécanisme de solidarité va jouer. Bien sûr, pour le public en Allemagne, c'est un peu dur de raconter aux citoyens qu'à la fin, ils doivent payer. Ou au cas de la Grèce, on a triché. Et au cas de l'Irlande, on a fait un système de casino, c'est-à-dire on a joué avec un risque très haut. Est-ce que vous pensez qu'il y a des bons et des mauvais élèves dans cette zone euro ? Oui, on voit très bien que le système de gouvernance de la zone euro n'est pas dans un bon état. On a des déficits, on a des lacunes, on a un manque de contrôle, on a un manque de coordination et maintenant c'est le moment de réagir et d'avancer notre politique européenne. Mais réagir, ça veut dire aussi dans les médias payer et finalement c'est toujours le même qui paye, c'est-à-dire le citoyen européen. Donc est-ce que c'est juste ? On comprend que les Allemands n'aient pas voulu payer pour les Grecs il y a 6 mois.
Bon, disons, quelqu'un doit payer et qui est quelqu'un? Tout à fait d'accord, ce n'est pas le citoyen qui doit payer, mais ceux qui ont fait le jeu, et ce sont les banques. Et il faut vraiment organiser un système que les banques, qui très souvent ont joué ce grand risque, doivent participer à la solution. Alors concrètement, quelle solution voyez-vous pour sortir de cette crise qui semble s'aggraver ? Bon, pour le moment, il faut aider l'Irlande parce qu'il n'y a pas une alternative. Autrement, le pays tombe faillite et ça peut avoir des conséquences pour le Portugal, l'Italie. On appelle l'effet domino. C'est ça, c'est ça. Et il faut éviter l'effet domino. Mais il faut aussi faire des instruments que les banques peuvent participer à la solidarité. Par exemple, lesquels? Quels instruments concrets? Bon, il faut les obliger par une loi et par les contraintes qu'on peut organiser dans l'Union européenne. Mais les contraintes, c'est aussi de dire à ces pays à qui on prête cet argent de mener jusqu'à terme les réformes et de dire ça, par exemple, aussi à la Grèce qui dit aujourd'hui qu'elle ne pourra pas rembourser... qu'elle ne sera pas en mesure de rembourser le prêt du FMI. Donc quand vous dites envoyer des messages clairs, c'est aussi dire à ces pays qui n'ont pas le choix, qui doivent que cette aide a des contreparties? Bon, il faut voir le court terme et le moyen et long terme. C'est-à-dire à court terme, c'est vrai que les pays sont dans un problème très grave de réduire les dépenses et de vraiment générer des investissements et des consommations et tout ça. Mais à moyen terme, il faut réformer des choses qui ne vont pas en Grèce, que les gens ne payent pas des impôts, et en Irlande, que ce sont les entreprises qui ne payent pratiquement pas d'impôts. Alors l'Irlande, on va en reparler dans un instant puisqu'un journaliste irlandais va nous rejoindre sur ce plateau. Mais en attendant, votre actualité, c'est Cancun. Vous allez partir à Cancun parce que vous êtes président ici de la Commission de l'environnement du Parlement européen. Cette conférence sur l'environnement, comment s'annonce-t-elle et surtout, où en est-on depuis l'échec du sommet de Copenhague? Où en est l'Europe? Bon, l'Europe doit prendre la tête parce qu'il n'y a pas grand-chose ailleurs. Nous sommes très avancés dans les débats sur la protection du climat. On a même une législation dans le domaine d'énergie et réduction des gaz à effet de serre. Mais à Cancun, il faut arriver à des consensus sur quelques points. Par exemple, la protection des forêts. Et ça, c'est possible et l'Europe, je crois, doit jouer un grand rôle. Alors, mais justement, quel rôle et quelle place pour l'Europe entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre? Exactement, il faut construire des ponts envers les Américains et les Chinois. Et on était peut-être trop ambitieux à Copenhague. Maintenant, on est plus réaliste et on cherche des consensus dans des domaines où les autres nous joignent. Et à l'Afrique du Sud, l'année prochaine, j'espère que là, on peut faire le grand deal, et le grand contrat. Eh bien, merci Jo Leinen. On vous laisse retourner dans l'hémicycle dans l'immédiat, où les députés européens siègent. Et vous irez donc dans quelques jours à Cancun. Merci beaucoup. Alors, revenons à la crise irlandaise, vue cette fois par les télés européennes. Tour d'horizon avec Céline Sixou. Ça chauffe sur les plateaux de télé irlandais. On ne mâche plus ses mots. Vous savez, ce pays, c'est un pays que nous aimons tous. Et la première mission du nouveau gouvernement sera de sortir ce pays du marasme. En Espagne, le message est clair. La situation n'est pas la même. Je crois que les situations ne sont pas comparables. Le secrétaire général a dit qu'on ne peut pas comparer les situations en Irlande et en Espagne. Les situations ne sont pas comparables. L'Espagne, ça n'est pas l'Irlande. L'Espagne, ça n'est pas le Portugal.
La stout, bière symbole d'une nation courageuse, pas seulement consommée pour célébrer les relations difficiles entre le Royaume-Uni et l'Irlande, mais aussi pour marquer les liens étroits entre les deux pays. Et ce lien, ils veulent le faire fructifier. Ils sont forts, ces Anglais. Démonstration. Si le Royaume-Uni donnait 8 milliards de livres directement et indirectement pendant 3 ans, ce qui devrait être le cas, le gouvernement irlandais devrait lui payer 5% d'intérêt. Le gouvernement britannique, lui, devrait payer environ des intérêts de 1,5% pour emprunter pendant 3 ans. En d'autres termes, venir en aide aux Irlandais pourrait permettre à l'Angleterre de faire des bénéfices non négligeables. Retour à Strasbourg, nous sommes avec Ray Colgan, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant de la radio-télévision irlandaise. Alors comment cette crise est-elle perçue en Irlande? C'est grave ce qui se passe dans votre pays? Bah écoute, évidemment, c'est une situation très difficile. Franchement dit, on a vécu pendant une dizaine d'années de croissance économique énorme. Maintenant, il y a un taux de chômage environ 12%. En comparaison avec un taux de chômage de 4,4% en 2006. Donc évidemment, ça c'est très très grave. Mais comment l'Irlande, le tigre celtique, en est-il arrivé là aujourd'hui? Malheureusement, on a pris trop d'argent des banques. Il y avait énormément de croissance dans le secteur bancaire et la construction, mais c'est arrêté. Et après ça, on ne sait pas quoi faire. Alors, il y a un homme qui est accusé un peu dans cette crise, c'est le Premier ministre irlandais, Brian Cowen, qu'on appelle le Taoiseach en gaélique. Alors, est-ce qu'il a une image assez épouvantable quand on lit la presse? Est-ce qu'il doit s'en aller? C'est difficile à dire. Évidemment, la stabilité politique est importante. Le commissaire des affaires économiques a dit ça hier pour la radio-télévision irlandaise. Mais écoute, évidemment, les citoyens ne sont pas contents. Je crois dans les derniers sondages, dans les journaux, il avait un taux de soutien de seulement 11%. Ça, c'est très difficile à continuer avec des chiffres comme ça. Et comment la presse irlandaise voit le Premier ministre, donc le fameux Taoiseach? Il est dans une situation difficile parce que si on a un taux de soutien si bas, évidemment la presse va suivre une certaine direction. Mais écoute, le Premier ministre en ce moment où le prochain, va faire face à une situation très très difficile. Il y a un budget, il y a un plan de rigueur fiscale. La conséquence de cette situation, c'est qu'il y a des jeunes cerveaux irlandais qui sont tentés d'aller chercher des paradis plus verts. Est-ce que c'est le retour des années 50, quand il y avait cet exode des Irlandais? Tout le monde a peur de ça. Et en ce moment, le débat chez nous, il s'agit d'un plan de rigueur et plus des impôts, etc. Mais on ne parle pas d'un plan pour créer des emplois. Et le problème, évidemment, si les plus doués de nos jeunes vont quitter le pays, c'est très, très difficile d'avoir la croissance économique après ça. 200 000 jeunes, quand même, qui sont dits partants, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais malheureusement, nous avons une locution, c'est une solution irlandaise pour un problème irlandais. Un ancien Premier ministre a dit, comme une blague, dans les années 40, on ne va pas élever nos enfants comme les cochons pour l'exportation dans l'avenir, mais malheureusement pour des années c'était la réalité en Irlande et on a tous peur que ça va arriver encore dans l'avenir. Les ventes de Guinness continuent de chuter. Guinness, la bière irlandaise, ça va mal dans le pays, tous les indicateurs sont au rouge. Vous dites que la situation est grave. Les citoyens avaient énormément de choses pendant 10 ans. Maintenant, ils sont obligés de faire des économies. Donc, quelles sont pour le dire autrement, quelles sont les raisons de rester optimiste pour l'Irlande? C'est toujours difficile d'être optimiste dans une situation comme ça, mais pour essayer un peu, les problèmes, c'est dans le secteur bancaire, c'est la construction. Il y a des autres secteurs de l'économie. L'exportation des produits va très bien en ce moment et on peut espérer peut-être que ça va trouver une résolution.
Merci beaucoup Ray Colgan d'avoir été avec nous. Alors en Irlande, le taux d'imposition des sociétés est particulièrement bas, 12% contre 27% en moyenne dans l'Union européenne. Du coup, ça rend le pays attractif pour de nombreuses sociétés comme Ryanair, la compagnie aérienne qui a été condamnée récemment pour travail dissimulé. Olivier Picard en parle dans un instant avec Jean-Luc Benamias, mais d'abord, retour sur cette affaire qui a fait du bruit avec Fabrice Cunet et Yannick Grassi. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer une mauvaise nouvelle. Malheureusement, à partir du 11 janvier prochain, nous allons fermer la base de Ryanair à Marseille. Nous sommes le 13 octobre dernier. Coup de tonnerre dans le ciel marseillais. Ryanair et son 1,5 million de passagers claquent la porte de l'aéroport. En cause, sa mise en examen un mois plus tôt pour travail dissimulé. Tout tourne autour d'une question. Quel droit du travail s'applique à son personnel établi en France? Les avions de Ryanair sont enregistrés en Irlande, ils sont implantés sur le territoire irlandais et donc nos employés sont totalement libres selon la loi européenne. Nous les payons en Irlande, ils payent leurs impôts et leur sécurité sociale en Irlande et c'est comme cela qu'ils continuent à être des travailleurs mobiles. La règle n'est pas si simple. Pour comprendre, il faut revenir plus de 5 ans en arrière. Tout est parti de ces petits bureaux discrets dans le 14e arrondissement de Paris. Une copie ou... Non, c'est pour moi. Jean-Baptiste Vallée est à la tête d'un syndicat patronal autonome. En 2003, il découvre que plusieurs compagnies étrangères emploient du personnel navigant installé en France mais sous contrat de travail irlandais. L'homme a le bras long et l'oreille de l'Élysée. La loi européenne est complexe, alors en 2006... un décret vient rappeler la règle et imposer des contrats de travail français. Ce décret du 23 novembre 2006 a été immédiatement attaqué par Ryanair et EasyJet devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a dit « Je regarde le droit français, je regarde le droit communautaire et je dis « Ce décret est parfaitement conforme ». Et je rejette Ryanair et EasyJet. Parallèlement, des enquêtes sont menées dans le domaine aérien. Ici, à l'OCLTI, cet office rattaché à la gendarmerie lutte contre le travail illégal. La particularité, c'est qu'on réunit ici donc des gens de tous horizons, enquêteurs de gendarmerie, enquêteurs de police, là en l'espèce de la direction de la police de l'air et des frontières, mais également des fonctionnaires du ministère du Travail. EasyJet est la première à intéresser les enquêteurs de l'OCLTI. D'autres vont suivre, comme Ryanair ou CityJet. Toutes sont des sociétés irlandaises, toutes soupçonnées de pratiquer du dumping social. Et à chaque fois, plus de 6 mois d'investigation. C'est la raison de la complexité de ces affaires-là, c'est de démontrer qu'en fait, ces entreprises cherchent véritablement à faire des économies sur le personnel, sur les salaires des personnels, en plaçant par exemple des pilotes et des copilotes sous contrat de travail étranger, alors même que ces salariés demeurent avec leur famille sur le territoire français. Exemple avec Stéphane Sévénéan, chef de cabine pour la compagnie CityJet. Pendant 7 ans, il travaille sous contrat irlandais. Problème, Stéphane est installé en France. La première question que j'ai posée, pourquoi est-ce que je n'ai pas un contrat de travail français? Et on m'a simplement répondu en anglais, « Don't ask too many questions ». Vous avez un travail, ne vous plaignez pas. Ironie de la situation, sa compagnie d'avions d'affaires est une filiale d'Air France. CityJet plaide la bonne foi et a même changé ses contrats depuis 2 ans. La ligne de défense est toujours la même. La compagnie est irlandaise. Le contrat signé à Dublin et le personnel, même basé en France, travaille à l'international. Au-delà de la polémique, ces bras de fer dans le domaine aérien rappellent l'absence d'un droit du travail européen. On a des grandes règles, fort heureusement, sur les enfants au travail, le travail de nuit et les femmes enceintes, mais on n'a pas un code du travail européen au sens code du travail nous précisant quelles sont toutes les dispositions qui devraient figurer dans un contrat de travail, les salaires minimums, les conventions collectives applicables. C'est de toute façon idéalement impossible. S'il n'existe pas de droit du travail à l'échelle européenne, la position française dans le domaine aérien commence à être reprise dans d'autres pays. Tout ceci
constitue un véritable filet avec des mailles entre lesquelles la déréglementation sociale, économique et fiscale ne peut plus passer. EasyJet a dû payer plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts à Pôle emploi et s'est mise en conformité avec le droit français. Les procédures sont encore en cours avec Ryanair, CityJet ou NetJet. En attendant, à Marseille, les candidats se bousculent pour ouvrir des lignes avec des contrats de travail français cette fois. Alors on atterrit à Strasbourg avec Jean-Luc Benamias. Jean-Luc Benamias, bonjour. Vous êtes député du MoDem et eurodéputé du MoDem et doublement spécialiste de ce dossier. D'abord parce que vous êtes Marseillais et d'autre part parce que vous avez écrit, vous, directement au commissaire européen chargé de la concurrence pour trancher un peu cette question. Et là, surprise, il vous a répondu en substance que Ryanair ne pouvait pas se prévaloir de la directive européenne et faire travailler ses salariés sous contrat irlandais. Alors, est-ce que vous vous y attendiez à cette réponse ? À peu près. La problématique, quand vous regardez un peu la réponse de la Commission, c'est quand même que c'est pas non plus, il y a une zone grise quand même. Que faire ? Et vous venez d'en parler dans le sujet. Où on en est exactement par rapport à cela ? On ne sait pas trop, si vous voulez. Alors, on sait une chose, c'est que, en tous les cas, quand EasyJet ou d'autres, ou Ryanair disent on est dans le droit, non, la réponse de la Commission, c'est non, vous n'êtes pas forcément dans le droit par rapport à ce que vous faites. Ils ne répondent pas complètement, parce qu'il y a une absence, évidemment, de réglementation réelle sur l'ensemble de ces dispositions par rapport au transport aéroporté. Alors, est-ce que c'est quand même un coup d'arrêt ? Je ne sais pas si c'est un coup d'arrêt. On va voir après avec la Cour européenne de justice, si vous voulez, quand ils auront jugé réellement par rapport aux demandes. Je crois qu'il y a derrière tout ça une volonté brouillonne extrêmement importante. Et puis, quand on regarde la situation de l'Irlande aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse penser que l'Irlande puisse donner des leçons fiscales, des leçons sociales, des leçons économiques. On voit bien qu'à un moment donné, le fait qu'il y ait dumping social, dumping fiscal, pousse à des situation assez difficile. Alors là, on a l'Europe là qui flotte, on a vraiment un cas très très concret. Oui. Alors justement, on a vu dans le reportage Jean-Baptiste Vallet, le responsable du syndicat des compagnies aériennes autonomes, qui d'une certaine façon place les députés européens devant leurs responsabilités. On écoute sa question. Quelles mesures allez-vous préconiser pour faire cette harmonisation fiscale et sociale avec des mesures dans les États de l'Union européenne qui soient à la fois comparables et compatibles? Alors, mesures comparables et compatibles. Excellente question, mais je vais vous faire un simple rappel. Quand le président de la République, Nicolas Sarkozy, était président du Conseil européen, c'est il n'y a pas si longtemps, pour que les Irlandais revotent le traité de Lisbonne une seconde fois, qu'est-ce qu'on leur a vendu? On leur a vendu qu'il n'y aurait pas d'harmonisation fiscale. Entre autres, il y avait aussi l'IVG, mais là on est sur l'harmonisation fiscale. Attendez, excusez-moi, il y a contradiction. Vous savez, la question est juste. Les parlementaires européens, ou les parlementaires que je suis, essayent de travailler sur un droit du travail progressif unifié au niveau de l'Union européenne. Vous savez, il y a beaucoup de discussions sur ce qu'on appelle la directive service, l'ex-directive Bolkenstein, sur laquelle je continue à travailler, où on essaye d'avoir une directive réelle sur la définition des services d'intérêt général. Alors, tout le système aéroporté rentre dans plus ou moins dans cette notion. Mais en même temps, on voit qu'on est dans une logique de dérégulation. Est-ce que finalement, le droit social européen ne va pas être tiré vers le bas si on veut chercher justement à l'unifier? C'était le cas jusqu'à... Un droit social low cost, est-ce que c'est pas l'avenir de l'Europe, ça? C'est sûrement pas. De toute façon, on voit bien, j'en parlais juste avant, que si on continue à faire du droit social à minima, du droit fiscal à minima et des droits par rapport aux impôts sur les sociétés à minima, ça donne la situation irlandaise. C'est-à-dire une situation où les rentrées financières ne sont pas suffisantes par rapport aux dépenses publiques ou par rapport aux dépenses d'une nation comme l'Irlande. Donc on allait vers ça, c'est vrai. Vers un système de dérégulation, c'est ce qu'on appelle l'ultralibéralisme. Je crois que c'est terminé. On peut pas. Enfin, c'est terminé. En tout cas, quand j'écoute le commissaire Michel Barnier,
par rapport à tout cela. Il a une demande forte, régulière, depuis qu'il est maintenant renommé commissaire, de mode de régulation par rapport aux différents systèmes. Mais dans une Europe à 27, comment des pays qui ont un droit social avancé, comme la France, peuvent résister justement et défendre, comme dans le cas de ce décret, défendre justement leur modèle? C'est ce qu'on a fait par rapport à la directive service. Quel est le droit qui s'applique par rapport au service? Le droit du pays d'accueil, pas le droit du pays d'origine. Donc tous ces contrats qui sont soi-disant signés en Irlande, alors qu'en ce qui concerne Ryanair par exemple, il y a 120 navigants qui sont habitants avec leur famille à Marseille, normalement, par extension, le droit qui devrait s'appliquer, normalement, c'est le droit du pays d'accueil, c'est-à-dire le droit du travail français. Mais on le voit, il y a une pression économique terrible. Est-ce que le temps qui vient n'est pas celui des patrons voyous? Quand on voit que même des gens comme Air France qui misent sur le low cost, justement, pour eux, ils sont tentés par cette dérégulation-là. Vous savez, la baisse des coûts, pour l'instant, joue sur les salariés. Joue sur les stewards qui font eux-mêmes le ménage et ainsi de suite. Quand on voit ce que ça peut engendrer après par rapport notamment à la sécurité dans le cadre de l'aviation, il ne faut pas aller trop loin non plus. Il y a à un moment donné, la baisse des coûts pour faire des tarifs qui sont des tarifs de petits tarifs par rapport au transport par avion peut mettre en péril jusqu'à la sécurité de nos avions. Mais O'Leary parlait de la mobilité, le terme est fort, la mobilité des salariés en Europe. Est-ce qu'elle n'induit pas forcément, à un moment ou à un autre, ce chantage à l'emploi? Faites confiance à ce niveau-là, je fais confiance à la Confédération européenne syndicale. Les grands syndicats de tous les pays, là, il y a des syndicats dans les 27 qui sont représentatifs, qui demandent un mode de régulation, un mode social qui soit progressif. Hein. Chaque pays ne peut pas être au même niveau tout de suite, mais qui est progressif en allant vers une harmonisation. La seule harmonisation possible, elle est par le haut, c'est-à-dire progressivement par le haut. Si on est, je crois que cette période d'ultralibéralisme, en tout cas je considère que c'est la seule solution, est une période terminée. Bon. Écoutez, merci beaucoup Jean-Luc Benamias d'être venu avec nous aujourd'hui. Alors, allons-nous vous rembourser un ticket non remboursable parce que votre grand-mère est morte? Non, allez vous faire voir, vos histoires ne nous intéressent pas. Ça, c'est du Michael O'Leary, le PDG de Ryanair. Alors, c'est une de ses provocations. Rassurez-vous, Europe Direct, notre partenaire, ne vous répondra jamais comme ça. Cette semaine, nous lui soumettons la question de Benjamin. Alors, mon vol de Paris a été annulé au dernier moment. Quels sont mes droits? C'est Tove Pierroux d'Europe Direct qui vous répond, Benjamin. Bonjour Benjamin. En cas d'annulation de vol, la législation européenne vous protège. En fait, la compagnie aérienne doit vous proposer soit le remboursement de votre ticket, soit le réacheminement vers votre destination finale. C'est à vous de choisir. En outre, la compagnie aérienne doit vous donner la possibilité de vous héberger, si nécessaire, ainsi que la possibilité de vous restaurer. En plus de tout cela, vous aurez le droit d'une indemnisation, sauf en cas de circonstances extraordinaires, comme par exemple une grève imprévue. Si vous aussi, vous voulez poser des questions à Europe Direct, un seul numéro, très simple, 0800 678 9 10 11. Pour nous, c'est terminé. Merci encore, Jean-Luc Benamias, et à la semaine prochaine à Bruxelles. Au revoir.